Cette nuit-là, je n'ai rien ressenti. Ni douleur, ni colère, juste un équilibre, qui s'était enfin rétabli. Il n'y a eu aucun cri, aucune larme, ni aucune assiette brisée. Tout a commencé par un petit rectangle de papier, de la taille d'une paume de main. C'était une soirée de novembre ordinaire. Marine est rentrée à la maison, vers 8 heures. Elle avait les joues rougies par le froid, et sentait un parfum inconnu. J'ai mis cela sur le compte de ses collègues de travail, des bureaux étrangers, et de l'hiver lui-même. Elle m'a déposé un baiser sur la joue, a jeté son manteau sur le porte-manteau près de la porte, et s'est dirigée vers le salon, en riant de quelque chose sur son téléphone. Je suis allé raccrocher son manteau correctement. J'ai toujours été quelqu'un de méticuleux, c'est dans ma nature. Et, en le ramassant par terre, un reçu est tombé de la poche. Je l'ai ramassé machinalement, sans y prêter attention. Hôtel, Le Grand Seine. Chambre 214. Date, mardi dernier. Heure d'arrivée, 14h07. Heure de départ, 18h43. 4h30. Montant, 85 €. Ce mardi-là, Marine m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa mère malade, à Rouen. Je suis resté debout dans l'entrée, les yeux fixés sur ce reçu. Mes mains ne tremblaient pas, et mon cœur ne battait pas la chamade. À l'intérieur de moi, quelque chose a simplement cliqué. Comme un interrupteur, que l'on bascule dans une autre position. De manière silencieuse et définitive. J'ai plié le reçu en deux, puis encore en deux, et je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste. Ensuite, je suis retourné dans le salon, je me suis assis à côté de Marine sur le canapé, et j'ai regardé la télévision. Quelques minutes plus tard, elle a posé sa tête sur mon épaule, et je l'ai embrassée sur le sommet du crâne. Nous étions mariés depuis 11 ans. Je connaissais l'odeur de ses cheveux, bien mieux que celle de ma propre maison. Je savais comment elle respirait pendant son sommeil, comment elle plissait le nez devant un plat qu'elle n'aimait pas, et comment elle riait de bon cœur. Pas ce rire de politesse réservé aux invités, mais un rire franc, venant du ventre, qu'elle ne s'autorisait qu'à la maison. Je pensais la connaître par cœur, chaque recoin, chaque zone d'ombre. Il s'avère que les gens possèdent des pièces secrètes, dont on ne soupçonne même pas l'existence, peu importe le nombre d'années passées à leur côté. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé sur le dos, à fixer le plafond, en écoutant sa respiration régulière près de moi. Je n'ai pas pleuré, je n'étais pas en colère, je réfléchissais, tout simplement. Je repassais en revue les derniers mois, en m'attardant sur tous ces petits détails, auxquels je n'avais accordé aucune importance. Les retours tardifs du travail. Le téléphone, qu'elle gardait désormais toujours sur elle, même dans la salle de bain. La nouvelle lingerie, que j'avais aperçue par hasard dans l'armoire. De beaux sous-vêtements, coûteux, de toute évidence achetés pour un autre. Car, avec moi, nous vivions depuis longtemps comme de simples colocataires. 4 mois. J'ai fait le calcul. Je calcule toujours tout, c'est la déformation professionnelle des comptables. Le lendemain, je me suis comporté exactement comme d'habitude. J'ai préparé du café pour nous deux, je lui ai demandé comment elle se sentait, et je lui ai annoncé que je rentrerais vers 19h. Rien de superflu, aucune allusion, juste une matinée banale, dans la vie d'un mari banal. Mais, au fond de moi, j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas faire de scandale, je n'allais pas hurler ni exiger des explications, je n'allais pas m'abaisser à pleurer ou à supplier. J'allais leur laisser le temps. À elle, et à cet homme, quel qu'il soit, de continuer à vivre, avec la certitude que tout était bien caché, propre, et sous contrôle. Qu'ils se détendent, qu'ils oublient toute prudence. C'est le piège le plus redoutable, celui dont la proie ignore totalement l'existence. J'ai découvert son nom 2 semaines plus tard. Damien Vasseur, un collègue de son entreprise. 38 ans, marié, 2 enfants, une BMW série 5 grise, inscrit à la salle de sport les mardis et jeudis. Amateur de cognac hors de prix, et de compliments bon marché. Je l'ai étudié de près, comme s'il s'agissait d'un de mes clients. Méthodiquement, sans la moindre émotion, en récoltant un fait par jour. Marine est venue me parler 3 semaines après ma découverte du reçu. Elle était assise en face de moi pendant le dîner. Elle a pris ma main, et des larmes perlaient dans ses yeux. De belles larmes, d'apparence sincère. Aujourd'hui encore, j'ignore si elle l'était vraiment.
Alexandre, a-t-elle murmuré doucement. Je suis enceinte. Nous allons enfin fonder une famille. Elle pleurait. Je l'ai tenue dans mes bras, je lui ai caressé le dos. Je lui ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie. Intérieurement, je n'ai rien ressenti. Rien, si ce n'est la confirmation froide et mathématique de ce que je savais déjà. Cet enfant ne pouvait pas être le mien. 4 mois, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un fait établi. Et moi, je travaille avec les faits. Cette nuit-là, pendant que Marine dormait à mes côtés, heureuse et apaisée, je suis resté allongé dans l'obscurité, et j'ai commencé à élaborer un plan. Pas un plan de vengeance, non. La vengeance est un concept réservé aux gens guidés par leurs émotions. Je suis comptable. Je ne préparais pas une vengeance. J'établissais un bilan, le débit, les actifs, les passifs, et le règlement final. Et j'avais amplement le temps de faire les choses dans les règles. En général, les gens n'ont pas peur des hommes de ma profession. Un comptable, c'est un homme en costume gris, assis derrière un bureau gris, manipulant des papiers gris. C'est ennuyeux, prévisible, totalement inoffensif. Lors des soirées d'entreprise, quand on parle de nos métiers, les avocats racontent des affaires retentissantes, les médecins parlent de vies sauvées. Moi, je me tais et je souris poliment, car expliquer la nature de mon travail serait bien trop long, et profondément inintéressant pour une conversation de comptoir. Mais je sais une chose, que les avocats et les médecins ignorent. L'argent ne ment pas. Les gens, eux, mentent. Ils mentent avec brio, avec conviction, en vous regardant droit dans les yeux. L'argent, en revanche, laisse toujours des traces. Chaque euro, passé par des mains douteuses de manière malhonnête, laisse une empreinte. Une empreinte minuscule, presque invisible, mais bien réelle. Et si vous savez lire les chiffres, comme d'autres lisent les mots, ces empreintes forment une histoire. Une histoire complète, détaillée, et absolument irréfutable. Damien Vasseur était convaincu d'être un homme brillant. C'était probablement le cas, si l'on se fie aux standards de son entourage. Il s'habillait avec goût, maniait bien les mots, et savait impressionner les bonnes personnes, au moment opportun. Sa petite société d'import-export présentait bien. Un site internet soigné, des bureaux dans un beau quartier, quelques employés à l'air sérieux. En apparence, tout était parfaitement propre, mais je ne me contentais pas des apparences. J'ai un vieil ami, qui travaille au centre des impôts. Nous étions étudiants ensemble il y a 20 ans, bien avant que la vie ne nous sépare dans des bureaux différents. Nous nous retrouvons parfois pour déjeuner, nous parlons de football et du prix des courses. Je ne lui avais jamais rien demandé d'important auparavant. En décembre, je lui ai demandé une faveur. Il n'a posé aucune question superflue. Les vrais amis ne posent jamais de questions inutiles, lorsqu'ils perçoivent un certain regard dans vos yeux. J'ai aussi un contact au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'une femme travaillant aux archives d'une grande banque. Je l'avais aidé, autrefois, à gérer un contrôle fiscal de manière totalement gratuite, par simple décence humaine. La vie est étrangement faite, l'honnêteté finit presque toujours par payer en retour. Et parfois, avec des intérêts. Pendant 3 mois, alors que Marine dormait à mes côtés, et que son ventre s'arrondissait à vue d'œil, j'ai constitué un dossier. Avec méthode. Le soir, pendant qu'elle croyait que je travaillais sur mon ordinateur portable, ou le week-end, pendant qu'elle se reposait, je prenais mon temps. Ce sont les gens ayant peur d'être en retard qui se dépêchent. Je n'étais pas en retard. C'était moi, qui fixais l'heure d'arrivée. Ce que j'ai découvert, dans l'historique financier de la société de Vasseur, était à la fois d'une banalité affligeante, et largement suffisant. Des montages douteux de blanchiment d'argent, des contrats fictifs avec des sociétés écrans, des virements de transit via des comptes de façade dans des régions voisines. Rien de bien génial, juste un excès de confiance en soi. C'est ainsi qu'agissent les fraudeurs qui n'ont jamais été pris la main dans le sac. Ils confondent la chance avec le talent. Le dossier est devenu imposant. Pas de façon métaphorique, mais littéralement, des documents imprimés, des relevés bancaires, des schémas de flux de capitaux, des copies de contrats avec des cachets falsifiés. Il y en avait assez, pour que le fisc s'y intéresse de très près. Bien plus qu'il n'en fallait. En parallèle, j'ai engagé un détective privé. Non pas pour les surprendre en flagrant délit, car je savais déjà tout ce qu'il y avait à savoir.
Je l'ai engagé pour une tâche très précise, documenter les faits sur vidéo. Filmer les rencontres, les lieux, les dates. Pas pour un procès, non, mais pour le moment opportun. Un moment décisif, que je choisissais avec autant de soin, que la place du dernier clou dans une structure. Ce moment est arrivé un vendredi, à la mi-mars. J'ai envoyé un courriel à Vasseur, depuis une adresse anonyme. Une proposition d'affaires. Une transaction alléchante, nécessitant une entrevue en personne. Aucun échange téléphonique. Seulement de visu, et dans un lieu défini. Les hommes avides, et pleins d'assurance, se présentent toujours à ce genre de rendez-vous. Ils sont incapables de résister à l'appel de l'argent facile. C'est dans leur nature, c'est leur point faible, et je m'en suis servi sans le moindre remords. Marine croyait que j'allais m'attarder au bureau. Je me trouvais dans un petit café du quartier des Batignolles, installé à une table près de la fenêtre. Je sirotais un café noir lorsqu'il est entré. Grand, confiant, portant une montre de luxe. Il avait le regard d'un homme habitué à ce que le monde tourne dans son sens. Il a balayé la pièce du regard, et m'a aperçu. J'étais le seul client à tabler seul. Il s'est approché, la main tendue, avec un sourire commercial. Ce sourire a disparu au bout d'une dizaine de secondes. « Je m'appelle Alexandre », lui ai-je dit calmement. « Alexandre Dubois. Marine Dubois est ma femme. » Il ne s'est pas assis. Il est resté debout, figé, à me dévisager. Et j'ai pu voir, dans son esprit, les lumières s'éteindre une à une, sa certitude, son sang-froid, ses réponses toutes faites. Je lui ai désigné la chaise en face de moi d'un geste de la main. Après un instant d'hésitation, il a pris place. J'ai posé 3 objets sur la table. Premièrement, le dossier de documents. Épais, rempli de marque-pages, chacun soigneusement annoté au crayon à papier. Il y a jeté un coup d'œil en biais, et je crois qu'au simple aspect de la chemise, il a deviné ce qu'elle contenait. Deuxièmement, une clé USB. Noire, petite, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il y a des vidéos, là-dessus, lui ai-je précisé, avec plusieurs séquences. La qualité d'image est excellente, le détective est un vrai professionnel. On vous y voit, on y voit ma femme, et les dates correspondent précisément au mardi, où elle était censée rendre visite à sa mère malade, à Rouen. Troisièmement, une photographie. Marine, enceinte, souriant à l'objectif. C'est moi qui avais pris ce cliché, 3 semaines plus tôt. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Je l'ai laissé observer ces 3 éléments, sans le brusquer, le temps de finir mon café. Elle vous a dit que cet enfant était le vôtre, ai-je fini par demander. Ce n'était pas une vraie question, mais plutôt un constat. Il a gardé le silence. Elle m'a affirmé exactement la même chose, ai-je ajouté, en esquissant un léger sourire. Marine a toujours été d'un naturel optimiste. Je lui ai exposé mes conditions, de façon claire et limpide, sans m'égarer dans de vains discours. Il disposait de 24 heures pour se rendre de lui-même aux services fiscaux, afin d'y faire des aveux complets. S'il s'y refusait, le dossier serait directement transmis aux autorités. Parallèlement, le contenu de la clé USB serait envoyé à son épouse, à ses associés, ainsi qu'à son père. Un homme respectable, un vétéran qui, d'après mes renseignements, éprouvait pour son fils cette immense fierté, propre au père qui ignore la vérité. Vasseur a contacté les bonnes personnes avant même minuit. Je l'ai appris le lendemain matin, et je n'ai ressenti ni joie, ni soulagement. Simplement la satisfaction paisible et mesurée de l'homme, qui a posé les bons chiffres, et obtenu le résultat escompté. L'équilibre était parfait. Il ne restait plus qu'à clôturer la dernière ligne du grand livre. Le dimanche suivant, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Marine dormait encore. Elle dormait beaucoup, ces temps-ci, les effets de la grossesse commençaient à se faire sentir. Chaque matin, je l'observais, allongé sur le côté, un oreiller glissé sous son ventre. Je me faisais la réflexion qu'un être humain est décidément capable de vivre dans 2 réalités simultanément. Elle menait sa vie, et je menais la mienne. La seule différence, c'est que ma réalité était devenue une dimension parallèle, totalement invisible à ses yeux. J'ai pris ma douche, je me suis habillé, et j'ai préparé du café. Une seule tasse, pas 2, pour la première fois en 11 ans. Puis, je me suis assis près de la fenêtre. Derrière la vitre,
c'était le mois de mars, grisâtre et humide. Les restes de neige avaient noirci sur les trottoirs, et les arbres dénudés y pataugeaient jusqu'aux chevilles, tels des gens épuisés faisant la queue. Je les regardais, en me disant qu'ils allaient bientôt retrouver leurs feuilles vertes. La vie continue inexorablement, peu importe les drames qui se jouent dans les vestibules, dans les chambres à coucher, et dans les âmes des autres. J'avais loué un nouvel appartement depuis le mois de février. J'avais réglé 3 mois d'avance en espèces, pour éviter la moindre trace administrative. C'était un petit logement, situé au 5e étage, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure, ombragée par un vieux tilleul. Aucun superflu. Une table, une chaise, un lit, et une étagère pour mes livres. Le strict minimum vital, pour un homme qui recommence à zéro. Tout au long du mois précédent, j'avais déménagé mes affaires. Petit à petit, à un rythme mesuré, pour que Marine ne remarque aucun changement. Les papiers importants en priorité, suivis de mes livres, ceux que je possédais bien avant notre rencontre. Puis les photos de mes parents, et enfin la montre de mon grand-père. Un vieux modèle mécanique, avec une fêlure sur le cadran, qu'il n'avait jamais voulu faire réparer. Il avait l'habitude de dire que les fêlures rendaient les objets authentiques. J'ai beaucoup pensé à lui, ces soirs-là, en emballant sa montre dans une boîte. C'était un homme simple, un homme droit, et je suis certain qu'il m'aurait compris. Dans notre ancien appartement, j'ai laissé tout le reste. Les meubles, la vaisselle, ses affaires personnelles, et l'électroménager que j'avais pourtant financé. Désormais, tout cela lui appartenait. Il était hors de question de partager les casseroles, ou de me disputer la garde du canapé. C'était bien trop mesquin. J'avais conçu un plan fondamentalement différent. Sur son assiette, j'avais déposé une enveloppe en papier craft. Je l'avais cachetée la veille au soir, assis à mon bureau, à la lueur de la lampe. C'était pendant qu'elle passait un appel depuis la chambre. Très probablement avec lui, même si, à ce moment précis, cet homme n'avait sûrement plus la tête aux conversations romantiques. L'enveloppe contenait 4 documents. Notre certificat de mariage, datant d'il y a 11 ans, avec ses tampons et ses signatures. Les résultats d'un test de paternité. Je l'avais commandé auprès d'un laboratoire privé, grâce à un prélèvement effectué sur le verre que Vasseur avait utilisé au café. Le laboratoire avait rendu son verdict 10 jours plus tard. Un verdict sans aucune surprise. Les papiers du divorce, que j'avais déjà signés, où il ne manquait plus que sa signature et le cachet du tribunal. Et, enfin, une lettre. Une seule page. Je l'avais réécrite à 4 reprises. Non pas parce que je cherchais mes mots, mais parce qu'à chaque fois, il en restait des superflus. Des mots amers, inutiles. Je les ai gommés un par un, jusqu'à ne conserver que l'essentiel. Aucune accusation, aucune effusion de colère sur le papier. Uniquement des faits. La date de ma découverte du reçu. La date à laquelle j'ai identifié son amant. La date à laquelle elle m'a annoncé sa grossesse. Une chronologie d'une précision chirurgicale, froide et implacable. Tout à la fin, il y avait une unique phrase, que je n'avais pas effacée, parce qu'elle disait la vérité: je te souhaite d'enseigner à ton enfant la leçon que tu n'as jamais apprise par toi-même, le mensonge laisse toujours des reçus. Une semaine avant ce dimanche, j'avais rendu visite à sa mère. Madeleine vivait à 30 minutes de route, dans un vieil appartement embelli par des géraniums sur les rebords de fenêtres. Il y flottait un doux parfum de tarte, qui semblait s'être imprégné dans les murs pour l'éternité. Elle m'avait toujours traité avec une véritable affection. Sans faux semblant, à la manière des gens de la vieille école, pour qui un gendre devient rapidement un fils de substitution. Lorsque j'ai passé le pas de sa porte, en observant mon visage, elle a immédiatement saisi la situation. Avant même que je ne prononce le moindre mot, je lui ai tout dévoilé. Sans censure, sans édulcorer la vérité, mais sans agressivité non plus. Juste les faits, tels qu'ils étaient. Elle a écouté dans un silence respectueux, les mains posées sagement sur ses genoux. À un seul moment, lorsque j'ai évoqué la grossesse de sa fille, elle s'est cachée le visage entre les mains. Ensuite, elle a versé des larmes, et m'a imploré de lui pardonner, agissant comme si elle portait le poids de cette faute. Je lui ai pris la main, avec douceur, pour lui assurer qu'elle n'était en rien responsable. Prenez soin d'elle, lui ai-je dit au moment de partir. L'enfant n'y est pour rien. Et vous non plus. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte d'entrée, et a longuement regardé ma silhouette s'éloigner.
Je ne me suis pas retourné. Non pas par indifférence, mais parce que, dans la vie, certaines portes doivent être refermées définitivement, sans le moindre regard en arrière. Ce dimanche-là, Marine m'a appelé 41 fois. J'étais confortablement assis dans mon nouvel appartement, contemplant le vieux tilleul par la fenêtre, tout en comptant les sonneries. Ce n'était pas intentionnel. C'est simplement ma fâcheuse habitude de vouloir tout dénombrer. À la 42e tentative, j'ai fini par décrocher. Le silence a régné à l'autre bout du fil, durant environ 3 secondes. Puis sa voix s'est fait entendre. Une voix faible, presque méconnaissable, comme si on l'avait vidée de sa substance, et de la moindre once de confiance. « Tu étais au courant ?» a-t-elle lâché. Ce n'était même pas une question. Oui. Depuis le mois de novembre. Un nouveau silence. Plus pesant. Tu as dormi à mes côtés. Tu m'as tenu la main. Tu me disais que tu étais heureux, sa voix s'est brisée, sans s'éteindre tout à fait. Tu as prémédité tout cela, pendant tout ce temps? Oui. J'entendais distinctement sa respiration. Rapide, saccadée, puis d'une douceur infinie, à peine un murmure. Alexandre, je. Adieu, Marine, ai-je coupé. J'espère sincèrement que cet enfant fera preuve d'un peu plus de bon sens, que ses géniteurs. J'ai raccroché, je me suis levé, et j'ai sorti du placard une bouteille de whisky single malt. Je l'avais achetée il y a 7 ans, je l'avais rangée sur l'étagère, en me jurant de l'ouvrir pour une occasion exceptionnelle. Je m'en suis servi un verre bien plein, puis j'ai repris ma place près de la fenêtre. Dehors, les réverbères s'allumaient, et sous leur lumière jaunâtre, l'asphalte détrempé brillait comme recouvert d'un vernis éclatant. En bas, dans la rue, des passants allaient et venaient. Des gens ordinaires, de parfaits inconnus, déambulant avec leurs propres secrets, et leurs propres reçus enfouis au fond de leurs poches. L'un promenait son chien, l'autre portait un sac de provisions, un autre encore éclatait de rire au téléphone. La vie, dans toute sa simplicité, reprenait son cours, profondément indifférente aux tragédies qui s'abattent sur autrui. J'ai bu une petite gorgée. Le whisky était sublime, bien vieilli, chaleureux, sans la moindre amertume persistante. Exactement ce que l'on est en droit d'attendre d'un grand cru, que l'on a longuement fait patienter. Je ne ressentais aucun sentiment de triomphe, et je n'éprouvais aucun soulagement. Je ne goûtais absolument pas à cette joie enivrante de la vengeance, un peu cinématographique, que l'on décrit souvent dans les romans. Tout ce que j'éprouvais, c'était le sentiment du devoir accompli. Celui d'un comptable qui, après un travail de longue haleine, aussi acharné que minutieux, voit enfin chaque chiffre s'imbriquer à sa juste place. L'équilibre était rétabli, et tous les comptes étaient définitivement soldés. Une nouvelle période comptable allait pouvoir commencer.